Vraiment, on est en retard en France. Moi, si on m'avait appris à comment gérer l'argent, à avoir confiance en moi et pas que de me construire à travers un idéal d'une personne que je connais même pas d'ailleurs. Je pense que la société n'a pas été faite pour pouvoir t'élever comme ça, justement. Bienvenue à vous, chers auditeurs, chères auditrices, sur l'émission Roasty Talk, l'émission qui est là pour mettre en avant les parcours inspirants de personnes engagées, leaders, entrepreneurs, porteurs de projets. Et comme d'habitude, autour d'un verre de bubble tea, ici même, pour passer un bon moment. On vous invite à bien vous installer, à prendre votre boisson et à découvrir aujourd'hui un épisode spécial qui met à l'honneur une invitée exceptionnelle que j'ai l'occasion et l'honneur d'accueillir ici même. Donc, Lucie Micheli. Merci à toi d'être là avec nous sur cette émission. Merci à toi, Rosalie, de m'inviter ici. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc, l'entrepreneuriat, on va en parler et voilà, c'est hyper riche. Je suis trop contente de partager avec vous. Je suis trop contente également. Et tu vois, en plus, on a prévu un bubble tea show pour démarrer la journée. Donc, on va avoir l'occasion de démarrer, de bien prendre le temps. Mais ce que j'aime, tu sais, en préambule de l'émission, c'est toujours un peu ce format un peu particulier. On a rarement l'occasion de boire un bubble tea. Donc, je t'invite à goûter le tien et à me dire ce que t'en penses. Non, franchement, c'est tellement bon. Je sais. Mais c'est gourmand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit, quand je t'ai demandé tes préférences au niveau des bubble tea, tu m'as dit tout de suite tarot. Je dis, tiens, les connaisseuses. Pourquoi tarot ? Je sais pas comment te dire, mais j'aime bien ce goût, c'est réconfortant. C'est pas trop sucré pour moi. Et vraiment, ces deux combos-là, ils me plaisent particulièrement. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un peu ces instants un peu informels, un peu conviviaux, qui te permettent vraiment de partager, tu vois, de façon... tu sais, c'est ce que j'ai dit, c'est un moment qui coûte pas cher et pourtant qui est extrêmement précieux parce que c'est là où tu vas partager tes challenges, tes passions, tes chips. Et souvent, tu as des pépites qui ressortent de ces moments-là. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait une sorte de métaphore et je suis très contente que tu sois avec nous pour partager ce moment-là. Lucie, comme je disais, les gens ne te connaissent pas et ce qui est formidable, c'est qu'on se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais l'énergie a matché tout de suite. Tu es la fondatrice de la société Holy Team et tu as développé un concept très fort, mais aussi que je pense nécessaire, qui est autour de tout ce que tu as mis en place, l'intelligence humaine. Ça, c'est vraiment ce qui m'a interpellée quand on a échangé ensemble et qui fait que tu as une approche qui remet vraiment l'humain, le sens et surtout la clarté au cœur justement de la performance, que tout ça, finalement, n'est pas dissocié, c'est pas deux mondes. Et ce qui est appréciable également, c'est que ton parcours, il est marqué par des transitions profondes, mais aussi des pertes et aussi une vraie capacité assez rare, je pense même qu'il faut bien le dire, à créer. Même quand ça vacille, même quand le socle peut être difficile et pas évident. Donc vraiment, merci Lucie d'avoir accepté ce rendez-vous parce que l'objectif de cette émission, c'est vraiment des parcours inspirants, pas en mode paillette, mais vraiment inspirants parce que je sais que tu as vraiment vécu des vraies épreuves et donc je te remercie de cette confiance et d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. Merci, ça me touche. Donc, avant de parler de ce que tu construis aujourd'hui, moi, j'aime toujours revenir aux racines, tu sais, revenir un petit peu aux origines et j'aimerais bien, en fait, comprendre ce qui t'a construit toi, tu vois, vraiment au départ. Et ton parcours à la fois personnel et professionnel, vraiment, il est très riche. Ça, j'ai bien compris au travers de notre échange. Et vraiment, il est marqué, comme je te disais, par ces périodes de transition. Comment... l'expérience, parce que je sais que tu m'as dit, tu m'avais dit tout de suite, moi j'ai été adoptée, j'ai perdu récemment mes parents, mais pour autant, tu as vécu vraiment des moments assez compliqués et pourtant, c'est à travers ça que tu as su malgré tout forger une vision bien plus grande. En quoi justement cette histoire personnelle a marqué finalement la suite? Et ça, je pense que ça peut être intéressant, simplement si tu peux justement nous développer en fait tout ça. Alors, vraiment, ça a commencé petite. Rien que le fait d'avoir toujours été au courant que mon histoire, elle a commencé au Liban. Effectivement, d'avoir été adoptée. Dès que j'ai pu en prendre conscience, je me suis dit, ce que je veux, c'est profiter de cette chance de pouvoir renaître. Et à partir de là, j'ai commencé, mon rêve, c'était de pouvoir aider les enfants qui n'avaient pas eu ma chance. Les personnes qui dormaient dehors, je me disais, tiens, j'aurai une grande maison et je vais pouvoir les laver, leur donner les moyens de pouvoir se retrouver leur identité. Et vraiment, j'étais sur ces deux plans, donc tu vois, déjà dans l'humain.
en vrai, comme si dans ta mémoire cellulaire, dès lors que tu es né et que tu as eu cette expérience-là, et que tu as eu cette conscience-là, tu as développé constamment cette envie de soutenir l'autre. Ouais. Dans ma tête, c'était je suis là, c'est pas pour rien. Donc, j'ai la chance d'être dans un beau pays qui est la France, où on a quand même l'éducation, on a l'hygiène, j'ai la chance d'avoir des parents, donc allez, on y va, quoi. Donc, vraiment, depuis vraiment très petite, je pense que je dois avoir 5-6 ans, je suis déjà dedans, quoi. Tu as déjà cette conscience-là. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a caractérisé ta manière d'aller chercher, d'aller en quête. Donc, ça veut dire que tout de suite, quand tu as commencé à... Même ta formation, ton cursus scolaire, il allait dans cette direction-là ? Oui, alors je rigole parce que ma marraine, elle me dit « Mais toi, depuis petite, je te voyais faire assistante sociale ou psychologue. » Et c'est vrai que tout a été organisé un peu comme ça. Déjà, moi, mes parents, ils étaient tous les deux commerçants. Et on avait l'habitude d'être dans le conseil, l'accompagnement, beaucoup d'écoute. Et tout ça, ça m'a forgé en plus de ce que j'avais profondément envie d'incarner autour de moi. Ok. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe du coup dans la vie de la jeune Lucie ? C'est-à-dire que jeune Lucie, elle avance, elle va chercher justement des formations, des métiers qui vont aller dans cet environnement-là. C'est ça qui va se passer ? Comment ça se traduit concrètement ? Ça se traduit à faire plein de petits travails parce qu'à l'époque, on avait la possibilité de pouvoir, même à 10 ans, aller dans une boulangerie, aider. Voilà. Donc, en fait, je vais voir tous les petits commerçants et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. J'observe beaucoup. Et après, les formations, en fait, il y a pas... Moi, je prends ce qui vient. Donc, à partir du moment où je trouve ma place, je reste. Et vraiment, j'ai toujours fait mes choix, même au niveau du travail, en fonction de comment moi, je me sens. Si ça me parle, si je vois que je peux apporter et que ça m'apporte quelque chose, j'y vais. Et un petit exemple, tu vois, rien que les gens, ils me disaient, moi, je cherche mon travail par rapport à l'activité, si ça me branche ou pas. Donc oui, mais moi, c'était surtout par rapport à mes managers, ceux qui allaient me piloter, parce que je me connais et il vaut mieux que j'ai des personnes qui me comprennent. Et comme ça, voilà, je sais que je peux vivre pleinement et pour longtemps, quoi. Okay. Et c'est un vrai partenariat. Donc du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que voilà, t'as eu l'occasion de faire plein de métiers, plein de jobs, mais finalement, peu importe le métier, tant que tu étais dans l'humain, c'était ça, en fait, qui t'intéressait, peu importe la compétence, finalement. Ouais. Ok, génial. Mais du coup, alors, comment ça s'est traduit ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des éléments forts, en fait. C'est-à-dire que je comprends que l'entrepreneuriat, du coup, tu as toujours été en mode intrapreneur. C'est-à-dire que tu n'étais pas forcément entrepreneur à ce moment-là. Tu as vu tes parents commerçants. À quel moment l'idée de se dire, je crée... ma boîte, elle arrive, en fait. Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est de comprendre, en fait, de ce cheminement, on va dire, personnel. Tu vas traverser, finalement, pas mal d'expériences. Tu vas te doter de pas mal de compétences. Si je comprends bien, tu étais plutôt dans le commerce, c'est bien ça ? Moi, j'étais ingénieure commerciale, plutôt dans l'informatique et dans la data. Ok. Et en fait, ce qui m'a propulsée, alors malheureusement, ça vient de choses qui sont un peu moins sympas. Ouais. Mes parents étaient à leur compte. Mon père voulait absolument pas que je sois entrepreneur. Ça a été une vraie bataille. Et du coup, en fait, je comprends en fait que pour ces générations-là, la sécurité, c'était d'avoir un CDI, d'être salarié. Mais finalement, moi, au fond de moi, c'est pas du tout ça. Donc, je voulais faire plaisir à mon père parce que, je voulais voir ses yeux briller. Et puis finalement, j'avoue que quand il est décédé, je me suis dit, allez, franchement, voir les gens qu'on aime qui partent et qui se disent... j'ai pas fait tout ce que je voulais accomplir. Moi, avec ça m'a nourri. Il me dit, moi, je veux vivre de ce que j'aime. Voilà. Et c'est l'entrepreneuriat. En fait, ça a été une forme de deuxième renaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... En fait, quand tu dis que c'est à ce moment-là, quand ton père est décédé, que toi, tu t'es dit, je veux m'écouter. Ouais.
Je veux surtout pas, tu vois, le dernier truc qu'il me disait, c'est j'ai pas réalisé le rêve de ta mère, je l'ai pas emmené à Venise. C'est pas grand chose. Hein. Aujourd'hui, on peut prendre tous les moyens de transport pour pas cher. Et en fait, il s'est pas autorisé à le faire. C'était le travail. C'est ces générations-là de travail, on s'oublie. Et moi, du coup, ça m'a appris à garder en tête mes priorités et en même temps me faire kiffer avec mon petit bébé, voilà, qui est ma société. D'accord, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce moment-là, comme tu dis, ton père, en fait, décède, c'était en quelle année? Oh là, c'était en 2018. Ok, ouais. 2018. Et donc, c'est là que tu décides, finalement, j'entreprends. Comment le concept naît? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que c'est là qui est intéressant. C'est de se dire qu'avec tout ce que tu as vécu, il y a encore ces nouveaux événements personnels qui surviennent. Et donc, comment on chemine à ce moment-là? De se dire, j'ai envie de vivre ma vie. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Lucie, tout simplement? Moi, je pense que quand on vit un deuil, t'as toutes les fondations qui s'écroulent. Et du coup, je savais plus trop qui j'étais. Et comment je me nourris à travers tout ça. Ouais. Donc, tout ça, c'est un processus. Et du coup, à partir du moment où on dit, OK, j'ai fait plaisir. Maintenant, je vais me faire plaisir. Et je vais... qu'est-ce qui me plaît? Mais sauf que comme j'étais salariée, en sachant que j'étais dans une grosse entreprise, je savais déjà que comme elle était en restructuration, à un moment donné, j'allais sauter. Donc, et en fait, tout ça, ça arrivait en même temps. Et je suis passée, c'est fou, parce que je suis passée du meilleur deal signé l'année d'avant à bah non, Lucie, finalement, on va te mettre à un autre poste, qui m'allait pas du tout, ça j'en suis certaine. Et je me suis dit, OK, la machine est lancée, maintenant il va falloir que je fasse des choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je me laisse écraser? Ou est-ce que je prends ma place? Et là, j'ai pris le risque de dire, OK, stop. De toute façon, j'ai été témoin de restructuration d'entreprise et je voyais bien qu'il y avait... les gens étaient complètement perdus. Il n'y a pas du tout de sens. Si je reste pour un CDI ou pour des avantages chez eux, c'est quoi le sens dans tout ça, quoi? Donc, je me suis dit, OK, on veut me mettre à l'épreuve, mais non. J'avais toujours ce truc de petite fille. Non, je suis là pour quelque chose, donc je vais prendre ma place. Et c'est là que je me suis dit, on va arrêter. Et qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Avec tout ce que j'ai appris, c'est de continuer à être dans l'humain et de faire intervenir des praticiens, des coachs, en tout cas un accompagnement dans les entreprises. Et tu vois, tout ce processus se met en place. Évidemment, c'est long. Ah bah oui, je veux bien te croire, parce que entre le moment où les choses surviennent, tu étais dans l'ingénieur informatique, dans la data, comme tu dis, et tu chemines vers complètement autre chose, quelque part. Tu vas, entre guillemets, dans une sorte de « OK, je processe » et comment vient la dimension du bien-être, quand même? C'est pas immédiat, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, tu avais cette dimension-là, et en fait, ce qui s'est activé tout de suite, c'est de dire « Allez, je vais investir ce secteur-là ». Ouais. Mais parce que je vois que, tu vois, par exemple, il y avait une personne qui était dans l'entreprise associée comme coach. Il était là pour vraiment accompagner ceux qui se sentaient un peu bancals ou besoin d'un soutien. Sauf que je voyais bien que il y avait beaucoup d'envie, mais maladroit. Donc, en fait, dans tout ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe ce que j'ai fait comme métier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce que j'ai développé comme compétence, qu'est-ce que ça révèle de moi, et derrière, profondément, qui je suis dans tout ça. Et en fait, tu fais un combiné des deux, et en fait, tu dis, en fait, j'ai ces compétences-là, je sais manager, je sais créer, je sais structurer. En plus, je suis maman, donc aussi, c'est aussi, t'as ton entreprise dans ton foyer, donc là aussi, tu vois, tu rajoutes des petites touches de ce côté-là. Et puis, profondément, moi, ce qui m'importe, c'est l'humain. Et voilà, donc je me dis, OK, c'est ça c'est là où tu t'es sentie vraiment dans ton ikigai, on va dire. Ouais, exactement. Ouais, tu t'es dit, là, je suis dans ma zone de génie, et en faisant ça, je peux vraiment totalement m'épanouir, être utile, et en plus, gagner quelque part aussi ma vie par rapport à ça. Je trouve ça très fort, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui est en capacité de faire ce process-là, surtout justement quand on est sur double crise, triple crise. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité. Comme tu disais, j'ai perdu mes repères, mais de rebattre les cartes et de revoir clair, pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc,
Bah, surtout, j'ai fait un burn-out, tant qu'à faire, tu vois. Oui, mais du coup, tu sais, il y en a certains, avec le burn-out, ça peut prendre un certain temps de reconstruction. Toi, finalement, tu me dis, oui, c'était pas simple, je te l'accorde. Mais combien de temps ça a pris entre le moment où, 2018, il y a eu le décès de ton père, ensuite, il y a eu la restructuration annoncée, tu décides finalement de te positionner, si je résume bien, et après, le cheminement vers ton ikigai, enfin, ta mission de vie, entre guillemets. Il se passe combien de temps ? Il va se passer, il y a deux ans, ouais. En sachant qu'en plus, au même moment, juste après, tu vis le Covid. Ah oui. Donc là, ça serait pas drôle. Une vraie introspection de tous les côtés. Incroyable. C'est être vraiment la face à soi-même, et aussi, je pense que pour certains, aussi face à ce que tu as construit dans ton foyer. Donc, c'est pas que pro, c'est aussi perso. Et à partir de là... ouais, ça chemine, et j'ai vraiment envie de trouver... Je sais ce que je veux, mais je sais pas si ça existe. J'avais besoin aussi d'un équilibre sur l'accompagnement, comprendre en fait aussi toute la partie technique, process, parce que j'incarne quelque chose, mais j'aime bien aussi qu'il y ait un process pour avoir des bons repères. Pendant cette période-là de 2 ans où tu as été en réflexion, tu as été accompagnée toi-même ? Ouais, j'étais en contact avec une femme, et j'ai dit, il me faut absolument un coach pour développer mon entreprise. Et elle me dit, écoute, Véronique Cherki, clarificatrice du mental, elle peut peut-être répondre à tes questions. Et il s'avère que je l'ai au téléphone, elle m'explique un petit peu, et elle me dit, si tu veux, il y a un séminaire intensif de telle date à telle date. Et je regarde mon agenda, et c'est très marrant parce que j'avais bloqué ces dates-là, mais je ne savais pas pourquoi. L'univers, l'univers a toujours des surprises pour nous. Il n'y a pas d'hasard. Ouais, je trouve ça incroyable. Et du coup, c'est là que tu décides d'aller à ce séminaire. Et en fait, c'est fou parce qu'en une semaine, c'est un processus de savoir qui je suis. C'est ça tout l'objectif. J'y pars comme d'hab, un peu en freestyle, et je me laisse emporter par l'énergie et par le moment. Et au final, je ressors, je te jure, j'appelle la psy, je fais voilà ce que j'ai compris de moi, j'ai ça et ça. Elle me dit ok, on peut arrêter les séances. Et c'est fou en 5 jours comme on peut comprendre un condensé d'informations, et franchement, ça m'a avancé de plusieurs années. Bien sûr. Et je me dis ok, c'est ça que je veux faire. Ouais. Donc du coup, tu t'es doté d'une nouvelle compétence. Ouais. Et avec cette compétence-là, t'as cheminé vers la structuration du coup de Holy Team. Ouais. Alors, c'est génial parce que là, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien les fondations en fait d'Holy Team, c'est vraiment comme tu disais, on repart à nouveau en fait de cette intelligence humaine. Tu parles de l'IH à la place de l'IA, et je trouve ça très fort parce que je pense que ce concept commence à ressortir très très fort. Je le vois dans les publications, dans les articles, je vois en fait des personnes qui parlent de cette propension qui revient en masse, parce que finalement, c'est ça le capital le plus précieux aujourd'hui au sein des entités que nous avons, les sociétés qui sont actuellement portées par des êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce que tu expliques, c'est finalement, si on remettait ça au sens propre, littéral, configuré, si tu veux, en fait, dans nos structures, on en ferait vraiment des vrais piliers. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas considéré comme un pilier, l'humain. Je caricature, mais tu as vécu une restructuration. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont vécu aussi des moments pas très sympas dans le cadre des grosses sociétés qui sont issues un petit peu de cet ADN des 30 Glorieuses. Il faut de la production, la performance, il faut aller. Et quelque part, l'humain, on l'a un peu zappé, et on était vachement plus sur de la robotisation. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, entre guillemets, l'impact de ce renouveau qui vient avec justement cette intelligence humaine? En quoi ça va être une différence significative pour les entités qui vont vraiment appuyer là-dessus et celles qui vont, entre guillemets, l'ignorer? Alors la différence, déjà, tu parlais de performance, mais pour moi, la performance, elle n'existe pas en entreprise pour l'instant, parce que justement parce qu'il n'y a pas d'humain. On demande aux gens de faire toujours plus avec moins de moyens. Et comment on peut être performant si, pour moi, on n'est pas entraîné régulièrement? J'ai rencontré plusieurs sportifs de haut niveau. Ils sont conditionnés pour comprendre comment ils fonctionnent, quel est leur environnement et comment se positionner par rapport à tout ça. Ça veut dire qu'ils sont obligés de connaître leur mental, leur physique, leur émotionnel, et aussi tout ce qui gravite autour de l'objectif sur lequel ils sont en train de s'entraîner toute l'année. C'est vrai. C'est ça pour moi la performance. Sauf qu'aujourd'hui, on demande la même chose aux salariés qui ne sont pas formés, qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leurs limites
et aussi leurs limites saines. Donc, pour prendre des décisions et faire des choix, c'est impossible. C'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Que ce soit au niveau du management, enfin, toutes les strates de l'entreprise, c'est pas possible. Donc, il y a une rupture. Donc, il n'y a pas de performance. Ouais, c'est radical. Et c'est très drôle ce que tu dis là, parce que c'est totalement vrai. J'accompagne moi-même des entrepreneurs et la connaissance de soi, la prise de conscience de ses limites, savoir en fait ce que nous sommes et quelles sont nos valeurs profondes, c'est essentiel pour pouvoir avoir le boost, pour avoir le drive, pour avancer sur tes objectifs. Si tu n'as pas un ancrage et une vision concrète de toi-même, c'est difficile en fait d'y aller. Et encore plus vrai lorsque tu es connecté à un objectif que tu dois définir pour toi-même. Et dans le cas d'une entreprise, je comprends ce que tu dis là, c'est que si tu transposes en fait dans l'entreprise, mais alors là, c'est clairement pas. Enfin, le problème des entreprises, c'est qu'elles se disent, mais c'est pas dans mon intérêt que mon salarié se connaisse. C'est pas mon intérêt que que le salarié sache en fait ce qu'il veut vraiment, parce que le risque, c'est qu'il s'en aille. Mais c'est exactement le discours d'une DRH que j'avais au téléphone. Elle m'a tellement fait rire. Elle me dit, maintenant, sinon ça va réveiller les conflits. Je regarde, mais en fait, vous êtes déjà dans le conflit. Hein. Vous avez vu le turnover, votre taux, combien vous avez d'arrêts maladie réguliers. Ah bah oui, mais vous êtes déjà dans le conflit en fait. Donc on fait quoi ? On continue d'être dans le déni ou est-ce qu'on est en capacité de révéler les potentiels de ceux qui sont là ? Parce que vous avez des talents, sauf que vous les ignorez. Donc, évidemment, à un moment donné, ça crée du vide. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est très puissant, parce que du coup, là, tu es en train de dire que les grosses entités que nous connaissons, là, le CAC 40, tout ça, on est bien d'accord, que ça n'a jamais été quelque part leur politique, de faire prendre conscience à ses salariés et d'essayer de révéler leur potentiel. Ce que j'observe maintenant, c'est vraiment plutôt, tu sais, le côté chillness, le côté bien-être au travail, les conciergeries. On va mettre en place plein de petites choses et tout pour que vous restiez plus longtemps au travail. Pour vous donner du confort. On a les crèches d'entreprise. C'est que des services de prestation, tu vois. C'est pas véritablement des services de révélation. Ouais. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, tu leur donnes plus d'avantages, un peu comme un CE, pour les faire rester plus longtemps, travailler plus. Ce que tu es en train de dire, c'est là, il est temps d'aller un peu plus loin, les amis. Ça suffira jamais, en vrai. C'est vraiment un cheminement. Malgré que ça fait 10 ans que je travaille sur moi, à chaque fois, je suis ça, je reconnais ce comportement-là, je l'adapte, mais je suis toujours surprise des fois. La différence, c'est que plus tu sais comment tu fonctionnes, plus tu raccourcis le conflit avec toi-même et avec les autres. Donc, c'est bien parce que tu reprends ton pouvoir personnel et en plus, tu vois, tu prends soin de l'autre. Donc, ça fait toute la différence pour moi. Bien sûr. Et du coup, alors, quand Holy Team est né, du coup, à partir du moment où tu as eu justement ce séminaire, la clarification du mental, et qu'après, tu as dit, stop, c'est fini la psy. Enfin, oui, mais oui, c'est ça. Mais du coup, Holy Team, comment est arrivé le concept, le nom, comment tout ça, tu l'as construit? En réalité, ces années où en fait, on a l'impression des fois de faire du surplace, mais on a besoin aussi de digérer plein de choses. Et en même temps, j'avais appris qu'il fallait, là c'est plus stratégique, il fallait un nom court, que les gens arrivent à écrire vite et aussi voilà, qui symbolise quelque chose. Et alors, quand tu déposes... oui, c'est ça, il faut vérifier bien sûr si c'est possible. Donc, holistique, c'est pas possible. Et je dis, on va faire simple, c'est bien, parce que l'objectif, c'est que quand j'en parle, je dis Holy Team, et OK, comment ça s'écrit ? Il faut que ce soit plus rapide, plus court, et voilà, que les gens intègrent. Et Holy Team, O-L-I, donc ça vient d'holistique, et team, parce que moi, je pense que voilà, on est fait pour être ensemble, et sans ça, on n'avance pas. Et en plus de ça, je me dis, pourquoi pas à l'international, comme ça va rayonner de partout. T'as bien raison. Toujours avoir une vision très grande. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'écoutais un podcast, justement, d'un fils qui racontait ce que son père n'arrêtait pas de lui répéter plus jeune, en lui disant, mon fils, ne cherche pas à régler des petits problèmes, cherche à régler tout de suite des grands problèmes. Et là, tu t'attaques à un gros problème. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il disait de faire ça, c'est que il disait que ce soit un petit ou un gros problème, ça te prendra le même espace mental dans la tête. Et il dit, pour preuve, regarde un moustique, ce qu'il est capable de faire de ta soirée. C'est clair. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que c'est tellement vrai. Notre société, elle conditionne vachement notre esprit à aller chercher à régler des petites choses. Parce qu'on a peur de prendre des gros risques, on va faire des petites choses, des petites actions, des petites pensées. Et finalement, tu vois les choses avancer doucement. Ce qui est intéressant, c'est que là, à partir du moment où il y a eu tous ces épreuves coup sur coup, comme tu dis, il y a eu
on va dire, une sorte de flat spot. Puis d'un coup, pouf, tout arrive à ce moment-là. Quelque part, dans le sens, comme tu dis, voilà, les choses se mettent en place, le nom, tu déposes. Le concept, alors concrètement, Holy en une phrase, c'est quoi? J'allais dire, c'est Uber, mais dans le bien-être. Ah, puissant, ouais, carrément, c'est le slogan, le Uber dans le bien-être. Ouais. Alors, comment tu fais ça? Comment ça fonctionne? L'objectif, c'est de pouvoir... Alors, déjà, il y a beaucoup de praticiens qui n'arrivent pas à développer leur activité. Moi, j'ai été commerciale, donc aller voir les entreprises, organiser, structurer, ça, c'est mon truc. Donc, je me dis, ok, maintenant, donc j'ai fait 3 années de clarification du mental. Je sais un peu mieux comment ça fonctionne pour les praticiens et leur développement. De l'autre côté, j'ai cette partie commerciale. Ouais. Donc, ok, je vais mettre mes compétences au service de l'autre. Et on va faire comme ça nos échanges de services. Et puis finalement, les praticiens viennent adhérer et moi, je leur trouve leur potentiel client. Et moi, l'objectif, c'est que je m'occupe que de la partie entreprise. Et s'ils veulent développer leur cabinet, moi... très bien, tant mieux, développe. S'ils veulent te voir en dehors de l'entreprise et continuer le travail personnel, c'est parfait. Et je suis vraiment dans cet équilibre où, voilà, alors, tu vois, juste pour faire la parenthèse, mon logo, c'est un cercle avec 3 smileys dedans. Donc, qui représente en gros un cercle vertueux avec des personnes où on est ensemble. Je suis pas dans cette dynamique pyramidale où en fait c'est moi la chef et en fait vous allez écouter tout ce que je dis, vous allez je vais vous diriger. Moi j'aime bien le fait que on a chacun des compétences, on les révèle et on les met au service de l'autre. Donc tu vois, dans l'exemple que je viens de te donner pour Holy j'ai des compétences, je sais que pour elle c'est pas facile d'aller prospecter. Et vas-y, on va collaborer ensemble et on va se nourrir de ça. Et ce que je veux, c'est pour ça que c'est un cercle vertueux, c'est que obligatoirement le cercle grandit, on grandit ensemble, obligatoirement. Ok, donc en fait, c'est vraiment effectivement, c'est vraiment le concept à la Uber, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir ton restaurant en local, et si tu veux travailler sur la plateforme, tu travailles aussi sur la plateforme. Exactement. Et donc dans le cadre de la plateforme, du coup, tu prends aussi une commission, du coup, c'est ça? Exactement. Ok, on est de quel ordre pour les thérapeutes qui peuvent s'intéresser à Holy? Alors sur les entreprises, je prends 30%. Tout simplement, ok. Je crois que c'est à peu près même comme Uber. Ouais, pour c'est le ça. coup. Tout à fait, c'est 30%. J'ai fait du Uber avec ma Dark Kitchen, donc oui, je connais. Voilà. Et donc, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, du coup, c'est sur une application en ligne. C'est-à-dire que, comme c'est au service du B2B, c'est bien ça. Tu t'adresses pas, en fait, au grand public. On est bien d'accord? Non. Ok, donc tu as vraiment réservé cette... Donc, c'est quand même le Uber, mais attention, B2B. C'est pas B2C, on est bien d'accord. Ok. Pour l'instant, on reste sur ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple d'aller directement en entreprise parce que les gens sont oppressés aujourd'hui en entreprise. Donc, c'est voyant, normalement. Oui, c'est vrai, tu le vois, ouais. Et du coup, le discours, il est plus simple pour se faire entendre. Ça fait combien d'années déjà que Holy existe maintenant, du coup? Ça a commencé en 2019. 2019? Ah ouais, donc... Ah oui, t'es allé vite, hein, quand même. Ok, parce que là, tu dis que ça a mis 2 ans. Finalement, tu avais commencé à mettre en place quand même la structure. Ouais. Et du coup, comment ça a été accueilli, justement? Comme tu me disais que justement, certains t'ont dit « Ouais, non, c'est pas de mon intérêt. Je veux pas que mes salariés se réveillent, sinon ils risquent de se barrer. » Inversement, quelle a été la posture des autres? Ça serait bien d'en parler quand même, ceux qui ont pris conscience de ça. C'est marrant parce que... après, c'est aussi ce qu'on incarne, je pense. Tu vois, les gens, ils disent « Ah, je sais pas faire commercial. » Mais commercial, en réalité, c'est juste... Enfin, il n'y a rien de plus à faire que d'être ce que t'es. Tu écoutes la personne, tu essaies de comprendre, en fait, comment elle fonctionne. Mais très souvent, je me rends compte que tu attires ce que t'es. Donc, c'est pas grave, ceux qui veulent pas. De toute façon, c'est quoi? Même pas 2% des personnes à qui tu vas parler. Donc, moi, je me concentre sur tout le reste. Et en fait, les gens, de ce que j'ai compris, de ce que j'incarnais, il y a une... j'écoute les gens vraiment, je m'intéresse à qui ils sont. Donc, il y a une relation qui se crée, une forme de confiance. Et puis derrière, en fait, les gens, ils disent, oui, en fait, j'ai besoin de ça, je remarque qu'il y a ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on commence? Moi, j'aime bien commencer petit. Et ça veut dire qu'on met quelque chose en place, on voit comment ça fonctionne, on adapte. Et puis la vie, c'est du mouvement. Donc, je le fais de la même manière comme ça. Alors, du coup, ce qui est intéressant, là, si je reprends le process, par exemple, je suis une entreprise qui a peut-être une centaine de salariés. Je suis en échange avec toi en entretien
comment se passe en fait l'entretien? Comment tu poses des questions? Qu'est-ce que tu vas en fait amener à réaliser? Comment ton offre peut en fait matcher avec la sienne? Enfin, la sienne, son univers. Eh ben, écoute, c'est très marrant parce qu'il y a une entreprise à laquelle on a carrément fait du sur-mesure. Son domaine d'activité, c'est une grosse entreprise qui est sur l'eau. Et du coup, elle me dit, nous, on a des œnologues, dans l'eau. J'ai fait, OK, nous, on a des sophrologues. Et pour le coup, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est en fonction de l'identité humaine que vous portez à travers votre entreprise, parce que c'est une entreprise familiale, on pourrait faire une dégustation à travers l'eau. Et autant sur le ressenti, sur faire de la... visualiser. Et en fait, ça peut créer un atelier hyper sympa. Pas que boire de l'eau, mais aussi intégrer tout ce qui se passe dans notre corps et revenir des souvenirs, enfance, etc. Et en fait, tout de suite, c'est à quoi il fait, mais en fait, je peux le faire aussi pour mes commerciaux, je peux le proposer aussi pour mes clients. Donc, en vrai, on va s'imprégner de l'univers et de ce que la personne veut mettre en avant et on va l'adapter pour créer une histoire, en fait. Incroyable. Donc, vraiment, c'est créer une vraie expérience. Donc, tu personnalises vraiment, potentiellement, c'est plus une prestation, c'est carrément une expérience que tu peux créer avec une sorte d'expérience produit finalement que tu pourrais proposer à une entreprise en fonction de son secteur, de son univers. Et ça peut aller jusqu'à ce degré de personnalisation. Ouais. Ah ouais, quand même. Ok, trop bien. C'est stylé en vrai. Et parce que du coup, ce que je disais, c'est que tu vois, moi je fais le constat, le parallèle un petit peu dans l'univers de la restauration, parce que c'est l'univers dans lequel je suis issue moi, issue de l'agroalimentaire, la distribution, de façon générale, les business physiques. Et ce qu'on observe en fait dans le business physique, c'est qu'il y a une tendance très, très, très forte à aller sur de l'expérience. C'est-à-dire faire de la bonne nourriture, c'est basique. C'est juste normal. C'est ça qui est incroyable. Et donc, du coup, ce que les gens vont venir chercher maintenant, c'est vraiment l'histoire que tu vas raconter, l'expérience que raconte ton point de vente, ton espace, ton restaurant. Et c'est pour ça que tu vois une explosion des concepts. Que le concept, il y a la nourriture, c'est du burger. Je donne un exemple, le burger. Et pourtant... le concept qui te raconte en fait autour du burger, il est complètement différent en fonction de l'enseigne. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est raconter l'histoire. Et là, tu es en train de dire que finalement, peu importe le secteur, c'est essentiel de connecter, et c'est ce que fait finalement Olitive, de connecter un petit peu à l'aspect sensoriel, expérientiel, que la personne pourrait venir découvrir grâce aux prestations et à l'univers que tu peux offrir avec toute la palette de thérapeutes. Ça peut aller d'où en fait en termes de thérapie, enfin de thérapeutes, parce que tu parles d'expertise en fait dans le Uber du bien-être, c'est très large quand même. Tu as combien de personnes qui sont actuellement référencées chez Olitive? Alors aujourd'hui, on est une vingtaine à être référencées. Faut savoir que moi, je veux pas une grosse équipe. Je veux, pour l'instant, tu vois, avoir des experts. Parce que, en fait, chez les praticiens, je me rends compte que on a beaucoup d'envie, on est beaucoup dans l'humain, mais pour moi, c'est important aussi de continuer à faire son travail personnel. Tu vois, il faut bien. Et puis aussi, il faut aussi inclure la partie chef d'entreprise, parce qu'ils sont praticiens, mais ils sont pas toujours des chefs d'entreprise. Il y a toujours cette notion d'argent, comment je me positionne, la légitimité, etc. Donc voilà, je veux garder cette dimension familiale. Et on est partout en France. Et comme ça, on peut se nourrir et se développer. Et après, moi, ce que je veux, c'est que ces personnes-là deviennent les ambassadeurs qui vont eux-mêmes faire grandir Olitive au fur et à mesure. Parce que eux-mêmes, en étant ambassadeurs, du coup, ils sont objectivés, commissionnés d'une autre manière, c'est ça? Oui. S'ils sont d'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment un beau cercle vertueux que tu veux vraiment constituer. C'est intéressant ce que tu dis là quand tu parles. Je veux pas que des simples thérapeutes, parce qu'effectivement là, je peux dire potentiellement il y en a plein qui voudraient venir et profiter de ce que tu pourrais proposer. Tu es en train de dire qu'en vrai, il faut quand même un ancrage. C'est pas le tout, entre guillemets, d'avoir juste la compétence technique. Tu es en train de dire qu'il faut vraiment avoir une vision, à incarner vraiment une vraie histoire, finalement. Et ça, c'est essentiel pour toi? En quoi avoir juste la prestation technique? Parce que tu le ressens par rapport à l'écosystème et par rapport au business model aussi. Peut-être que tu es en train de dire qu'il y en a qui mettent beaucoup d'espoir sur le fait que justement tu places un peu en mode booking, c'est un peu ça, et du coup qui sont plus en fait dans le cumul du quanti plutôt que d'être dans le quali. C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, moi je pense que c'est ce qui va faire toute la différence, tu vois, avec Olitive. Tu vois, rien que hier, je parlais avec une de mes praticiennes qui a été démarchée. Et en fait, je me rends compte qu'ils appelaient mais tout le monde.
OK, moi je trouve que c'est une démarche, mais derrière, le fait que ça ne peut pas marcher avec une entreprise, c'est justement parce que le praticien, il est pas complet encore. Tu vois, un exemple, hein, un praticien qui a tellement envie de donner, en fait, il va parler, mais finalement, il se rendra pas compte qu'il prend toute la place. Alors que là, c'est le moment où le client, il faut lui laisser sa place. Tu vois, et ça, il faut doser. Je te donne un autre exemple, hein, un praticien qui dit, écoute, tu me payes quand tu veux ou tu me donnes ce que tu veux. Ah, ouais, mais là, t'as pas travaillé ton rapport à l'argent. C'est important que tu puisses te positionner et que tu reconnaisses ta valeur. Tu vois, mais bon, on accompagne aussi des praticiens à se développer sur ça parce qu'on fait des échanges de soins. Bien sûr. Moi, je suis clarificatrice du mental, donc j'accompagne à comprendre aussi comment ils veulent se positionner. Mais voilà, il faut aussi que je sois vigilante sur la dynamique et l'intention de la personne et où est-ce qu'elle en est aussi dans son développement personnel. Ouais. Ça, pour le coup, ils sont pas forcément aidés en vrai. Parce que du coup, tu te rends compte que tu peux avoir... Et c'est ce que je disais, il y en a pas mal qui... j'en ai rencontré quand même pas mal des profils, tu sais, qui sont... Ah oui, j'ai décidé de me reconvertir, j'ai voulu faire une formation dans le massage. Et maintenant que j'ai fait la formation dans le massage, là, je sais pas comment faire. Ouais. Et c'est là le drame. Je pense surtout dans le secteur du bien-être. C'est qu'on veut tellement être dans le bien-être qu'on en perd finalement le sens de la réalité. Et que si tu fais pas ce qu'il faut pour converser avec tes potentiels clients, si tu ne sais pas te positionner et fixer un prix, comme tu dis, et que tu n'as pas réfléchi finalement à l'expérience globale de ce que tu pourrais proposer pour te singulariser par rapport à d'autres masseurs, mais en fait, c'est une prestation, mais qui finalement ne peut pas être comprise en termes de valeur. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, alors il y a deux choses. Dans les écoles, on les accompagne pas à être entrepreneurs. Oui. On fait uniquement la formation massage et après on les lâche. Voire même certaines écoles disent quand vous avez fini, en fait, vous allez vous développer et vous allez gagner votre argent. Et j'aime pas ce genre de choses parce que c'est faux. Et derrière, tu vois, donc tu te retrouves seul face à toi-même. Et puis le premier réflexe, c'est que tu vas aller dépenser de l'argent dans ton site internet, sur les réseaux. Et puis c'est trop drôle le parallèle que tu fais. C'est exactement la même chose que je vivais avec... parce que, tu vois, l'académie que j'ai créée il y a maintenant 16 ans pour aider les personnes à lancer leur propre business autour du bubble tea. C'est intéressant ce que tu dis là, c'est que les gens venaient me chercher que pour des recettes. Et pourquoi ? Parce qu'ils disaient, voilà, moi j'ai confiance en tes recettes, etc. Et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y en avait beaucoup aussi qui avaient fait des formations, où on testait, on cherchait des formateurs pour faire des recettes, mais qui se sont rendus compte qu'après ça, il n'y avait plus rien. Un peu comme toi, comme les prestations de massage, et en espérant que ça allait marcher tout de suite. Et ce que tu réalises, c'est que finalement, c'est bien plus profond que ça. Faire un business, la prestation, c'est que 10% finalement de toute l'expérience entrepreneuriale. Et c'est en ça où je pense qu'on fait la différence. Et je suis très fière de me dire que ce qu'on a conçu ici avec l'équipe dans notre académie, c'est vraiment accompagner les porteurs de projets à concrétiser leur business. La prestation que tu proposes, j'ai envie de dire, c'est la base. Mais oui. Par contre, c'est tout le reste que les gens ne soupçonnent pas. Le mindset, développer ton syndrome de l'imposteur, comment l'appréhender, te positionner, fixer le valeur, comment tu closes, comment tu négocies, comment tu détermines un cadre, tout simplement. Et ça, je me rends compte que la plupart des personnes qui sont dans la thérapie, dans le bien-être, c'est un gros enjeu. Oui. On a pourtant, en fait, tu vois, on a énormément besoin d'eux. Et en même temps, c'est terrible, c'est là où on reconnaît le moins la valeur. Mais en même temps, tu me diras, c'est pas étonnant quand tu regardes ce qui se passe avec le domaine de la santé, de manière générale. Tu vois, moi, j'ai beaucoup la plupart de mes praticiens, ils sont tous reconvertis. Hein. Et pour beaucoup, il y en a qui viennent qui étaient infirmiers. Ouais. Et c'est fou, hein, parce qu'avant, la durée de vie d'un infirmier, c'était 7 ans. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Il y a tellement de pénibilité, il n'y a pas assez de personnel que finalement, ils s'épuisent. Mais en fait, leur vie profonde, c'était d'être dans l'humain et l'accompagnement. Donc, c'est pas étonnant qu'ils reviennent à ça. Et moi, ce que je disais aux gens, je fais soyez responsables. En fait, c'est un peu comme en Asie, avant de tomber malade, tu fais régulièrement des check-ups, tu te fais suivre, tu prends soin de toi. Et t'attends pas la dernière minute. Ici, on attend la dernière minute. Alors, on s'étonne qu'il n'y ait pas des rendez-vous tout de suite, que les urgences c'est long. Mais évidemment, on a épuisé carrément le système. Et il faut voir, parce que quand on vient
on intervient aussi dans les hôpitaux, et le personnel est épuisé, il a besoin de se reconnecter et reprendre à une bouffée d'air, tu vois. Comment tu dis ça? C'est incroyable, parce que tu es en train de me dire que vous intervenez alors que, tu vois, c'est vraiment coordonné mal chaussé. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'avec ton entité privée, tu interviens même dans le cadre des hôpitaux, des cliniques. Ouais. Oh, incroyable. Ils sont vraiment épuisés. Malheureusement, c'est tout un système. C'est pas, je vais pas dire c'est la faute d'une personne ou voilà, mais c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été restreintes sur le personnel, comme je disais, sur le budget, etc. Et ils sont épuisés. Et puis à un moment donné, écoute, est-ce qu'on continue à se sacrifier? Quelle est ta vision justement là-dessus? Parce que Comment tu penses que ça pourra basculer? Parce que là, tu es sur le terrain pour le coup. Qu'est-ce que tu as pu observer après intervention et après, enfin, je veux dire, parce que je pense que ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu m'as dit que voilà, en une semaine, tu avais su avoir de la clarification. Je pense que pour une entité, ça prend plus de temps. Pour celles qui t'ont fait confiance depuis plus longtemps et pour lesquelles tu as des partenariats depuis de longue durée, est-ce que tu peux relater des cas concrets? Comment ça s'est passé après l'intervention, justement en entreprise? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que les gens, ils ont besoin vraiment de parler, de se confier, de se sentir vraiment en sécurité. Les gens, ils se sentent vraiment en danger. On est tout le temps, c'est pas pour rien qu'il y a du stress ou il y a des burn-out. En fait, on est en train de créer un déséquilibre tel que les gens se reconnaissent même plus, ça n'a même plus de sens. En fait, ils sont là parce qu'on leur a dit quand ils étaient jeunes, il fallait avoir un CDI. Puis aujourd'hui, ils ont le CDI, mais en fait, il y a rien qui les anime, en fait. Donc, ouais, il y a vraiment un... J'ai oublié ta question, mais c'est pas grave. La question, en fait, c'était de savoir qu'est-ce que ça avait... qu'est-ce que ça a pu procurer, justement, le fait d'être intervenu sur une longue durée pour une entreprise de confiance qui a su prendre le pli en disant là, je peux pas continuer comme ça, il faut vraiment que je m'occupe, entre guillemets, de mes salariés, que j'introduise cette notion de santé, de bien-être, entre guillemets, pour eux. Qu'est-ce que ça a pu permettre? Est-ce qu'on a pu noter des vraies évolutions? Pardon. Excusez-moi. Michel, bonjour. La question que je vais la reposer, la question c'est de savoir si pour les clients partenaires qui t'ont fait confiance et qui ont fait appel aux prestations de l'ITIM, est-ce qu'on a un avant, un après concret? Ah bah oui, mais tu sais, c'est même instantané. Ah ouais, d'accord. Il y avait une personne en particulier qui m'avait marquée. Elle était tellement introvertie, elle voulait surtout pas venir nous voir et ses collègues sont tellement adorables. Elle me dit, mais vas-y, reste une place. Alors, on l'a travaillé pendant 1 heure. C'est travaillé carrément. Oui, et parce qu'elle le mérite, elle se rend. En fait, c'était une personne qui était tout le temps au service de l'autre, à prendre soin des autres, etc. Donc c'est normal que ses collègues l'encouragent. Et puis, je t'assure, avant et après, il a suffi vraiment de même pas 1 heure. Et elle nous a pas quittés. Et je t'assure, on a vu une petite dame se transformer en femme, à prendre sa place, à sourire, à être épanouie, à se confier. Et ça a tout changé pour elle, quoi. Par exemple, pendant cette heure-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme prestation, comme service mis en place dans le cadre de cette femme, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, c'était, on a fait venir deux praticiens pour une demi-journée. Tu avais du massage allongé. Donc, ça peut être de la réflexologie, du massage ayurvédique et massage Ama assis, qui est plus connu en France parce que c'est pratique, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Et puis là, dans ce cas-là, c'était du massage Ama assis. Et rien que ça avait dénoué des choses, ça avait débloqué. Ouais. Et en termes d'énergie, elle était revenue fluide. Ouais. Mais en même temps, tu vois, tu parlais d'ancrage tout à l'heure, mais les gens, ils se rendent pas compte que, en fait, ils sont tout le temps que dans leurs pensées. Ils sont complètement déconnectés d'une réalité. En fait, ce qu'ils imaginent dans leur tête, moi, si je passe mon temps à imaginer que j'ai envie de faire une collaboration avec toi, je te le dis jamais, en fait, tu pourras jamais savoir, je suis déçue, et puis, je suis pas ancrée, quoi. Et on n'est pas dans une relation. Et en fait, les gens, ils sont complètement coupés de leur corps. Et c'est vrai que rien que d'être dans le toucher physique, ça remet une conscience que j'ai aussi un corps. Je n'ai pas que du mental, des pensées et un cerveau. Il y a toute cette dimension aussi. Donc, c'est vrai qu'on commence par une petite chose pour moi, parce que c'est reprendre déjà contact avec son corps. Mais pour moi, le bien-être, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi holistique. Donc, c'est prendre en compte l'individu dans sa globalité, pour moi. Mais si on peut commencer par ça et après le développer avec comprendre ton mental, comprendre ta respiration, les émotions, etc.,
on va être dans une interaction qui est vachement plus sincère, d'abord pour soi, mais aussi avec l'autre. Et ça change tout. Et plus équilibré, du coup. Parce que, comme tu dis, l'équilibre se situe dans le fait que, justement, tu as conscience de ton être, tu as conscience de ton corps, de ce que tu es. Et donc, du coup, ça te permet d'être en capacité d'interagir avec l'autre sans te diminuer, sans te surévaluer, mais d'être juste toi et de pouvoir connecter de manière authentique. Je pense que c'est un vrai game changing, je suis d'accord avec toi. Le nombre de personnes qui, à cause d'une posture ou d'un positionnement statutaire plus élevé, peuvent se diminuer d'une façon assez incroyable parce que, comme tu le dis, on n'est pas ancré dans la matière, on n'est pas ancré finalement dans son corps, on est juste dans une visualisation mentale, et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est beaucoup de ça. On idéalise, on met quelqu'un sur un piédestal et d'un coup, le nombre de personnes que je vois changer énergétiquement parce qu'elles disent « Ah, t'imagines, c'est lui. Ah, t'imagines, c'est elle. » Et d'un coup, ils osent plus. Je dis « Mais il fait pipi caca comme tout le monde. » C'est trop bizarre, hein, tu vois. Ouais. Et c'est là où je pense que je suis totalement, je te rejoins vraiment, c'est partir dans qu'est-ce que t'es. En vrai, t'as pas moins ou plus de valeur. T'es un être humain fait de chair et de sang, qui a effectivement une capacité à penser, mais je pense que, comme tu dis, on s'observe trop comme ça et on se voit pas comme ça dans son axe. C'est en ça où c'est assez dramatique, parce que je pense que la société n'a pas été faite pour pouvoir t'élever comme ça, justement. Ouais, pas du tout. On est là pour être des bons soldats. Mais tu vois, vraiment, on est en retard en France. Hein. Mais on est clairement en retard, au moins de 20 ans, je pense, parce que quand tu vois en Suède, en Finlande, aux États-Unis, dans plein de... Je pense que d'ailleurs, on est, même en Italie, on prend en compte tout ça. Et en fait, ici, on va t'apprendre... Je rigole parce que moi, j'étais pas très scolaire. Donc, tu vois, on m'a appris à bien apprendre c'était quoi la date de la mort de Jeanne d'Arc, mais qui m'a servi à rien du tout. On s'en rappelle plus. Oh, c'est mort, on fait des questions de culture G, on est morte là. Je vais pas dénigrer l'école parce que ça t'apprend un cadre aussi, aller chercher, puiser dans tes performances, etc. Mais derrière, moi, si on m'avait appris à comment gérer l'argent, à avoir confiance en moi, et pas que de me construire à travers un idéal d'une personne que je connais même pas d'ailleurs, qui m'a appris à l'école ou dans mon environnement, voilà. Il faut que je sois une personnalité. Je veux pas être personnalité, je veux être moi. Oui. Mais qui je suis finalement. C'est vrai qu'on se rend compte que dans nos institutions, même familiales, c'est pas évident, parce que les injonctions liées à la famille, à l'héritage familial, éducationnel, sociétal, c'est une réalité. Moi, je dis, j'ai toujours rêvé d'être aux États-Unis. Je voyais, tu vois, pas forcément pour la culture, mais ce que j'aimais, c'était cette dimension où tu avais la capacité de créer ta propre valeur. Et c'est pareil en Asie d'ailleurs, parce que tu vois que le monde de l'entrepreneuriat est très développé en Asie, très développé aux États-Unis, avec forcément des dérives que l'Europe n'aime pas, justement, et préfère réglementer. C'est vrai qu'on est vachement dans le côté, on va tout structurer, tout cadrer, tout légiférer, établir des limites tout de suite, alors qu'on n'a pas encore vu. Et c'est là où je pense qu'on enlève aussi cette force créative. Parce qu'à force, en fait, de te dire « attends d'abord », je te jure, tu finis par attendre et tu n'agis plus, en vrai. Ouais, t'es déçu. Et ça, justement, tu disais que justement, t'as tes enfants, t'as tes fils. Comment ça, t'arrives à le transcrire, à l'inculquer justement à tes enfants, cette dimension-là? T'essayes, qu'est-ce que toi, tu mets en place concrètement? Parce que c'est vrai que c'est un gros enjeu pour nous. Tu vois, on a ce niveau de conscience, on a envie de faire des choses. Comment toi, ça se traduit du coup dans ton foyer? Alors, depuis qu'ils sont enfants, et je me dis, ils sont pas bêtes. C'est nous, des fois, en tant qu'adultes, on les infantilise. Et trop, en fait, je me dis, mais je vais leur parler normalement. En fait, la communication, vu que c'est mon domaine, exprime. Dis-moi ce que je comprends pas. Qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Qu'est-ce que tu veux? Ok, c'est pas complet. Qu'est-ce qui manque pour toi pour pouvoir y arriver? Et je veux pas non plus qu'au niveau de la scolarité, de toute façon, ça fait partie de la vie. Je veux pas qu'à un moment donné où, en fait, on est en fait dans une forme de down, tu vois. Ok, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Donc, en fait, on est vraiment dans une relation où on se développe. Et je pars du principe que, j'en parlais à un de mes salariés, je lui fais de toute façon, il est plus jeune que moi, je lui disais, de toute façon, t'es une meilleure version que moi. Il me dit, comment ça? Je lui fais,
Et oui, t'es plus jeune. Je fais, regarde, t'arrives à conscientiser que l'iPhone 17, maintenant, il est mieux que le iPhone 14. Oui, pour moi, c'est pareil. T'as mes bases, mais t'as une version plus évoluée avec l'environnement dans lequel tu vis. Donc, t'es plus rapide, tu percutes plus. Et je le vois avec mes enfants, même s'ils ont 12 ans, ils me montrent des choses et tout, et je le dénigre pas. Je dis, OK, vas-y, montre-moi. Et en fait, c'est une vraie collab. Et on évolue comme ça. Et je leur dis, faites en sorte de bien apprendre les langues. Les autres matières, c'est bien, ok, c'est de la connaissance. Mais moi, je vous dis, vaut mieux faire en sorte d'être un entrepreneur. Ah. Tu les as sensibilisés là-dedans, toi aussi. Hein. Je vois bien que les salariés, ils sont malheureux. Et alors, j'ai pas envie qu'ils soient malheureux. En fait, les salariés, dans un écosystème porté par un entrepreneur qui a une vraie vision avec des vraies valeurs, c'est une chance, tu vois. Mais la probabilité de tomber dans un écosystème de valeurs porté par un salarié, elle est relative. Moi, je pars du principe en plus que le salarié va muter. On va aller de moins en moins sur du salariat. Je pense que nos jeunes, ils vont être confrontés à une dure réalité, c'est qu'il va falloir vite être en capacité de créer sa propre valeur. Et ils ont tout en plus pour être entrepreneurs. Il y a beaucoup. Tout, comme tu dis, sauf si on prend conscience finalement de tout ce que tu dis. C'est-à-dire vraiment avoir le 360 degrés, être complètement aligné, qui tu es, connais-toi vraiment, apprends, teste un maximum de choses pour vraiment, quelque part, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu as fait tellement de métiers, tu as vécu tellement d'expériences que c'est ce qui a permis finalement d'arriver à cette synthèse et de faire ça en 5 jours. Mais je pense que les personnes qui n'ont jamais testé, qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais eu d'expérience, faire la synthèse en 5 jours, c'est pas simple, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, il y a un truc que j'ai appris au fur et à mesure, parce que tu parlais que j'avais perdu mes parents, j'étais adoptée, donc moi, je suis doublement orpheline. C'est super chouette. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est le côté solaire que tu incarnes malgré toutes les épreuves. Tu t'es pas caractérisé par rapport à la difficulté. Et tu vois, je disais, dans la société, enfin, c'est ce qu'on observe, c'est tellement de victimisation aussi, et je suis désolée, hein, j'ai rien contre vous. Hein. Les victimes, il n'y a pas de problème avec les victimes. Je dis simplement, à un moment donné, c'est bien de reconnaître ce statut-là, mais à un moment donné, trop, c'est trop, parce qu'on n'avance pas, finalement, après. Moi, comment dire ? Moi, sur mes expériences personnelles, en tout cas, on pense que j'ai vécu, c'est pour ça que je vais te dire j'ai vécu de deuil. Non, en fait, la vie c'est plein de deuil et de renaissance en permanence. Tu quittes toujours une partie de toi, t'es pas à 20 ans comme t'es pas pareil à 30 ans. Et puis à 40 ans, moi je remarque avec mes amis, je prends pas les mêmes décisions, j'ai la sensation d'avoir beaucoup plus de liberté de dire ce que j'ai envie. Sûr. Donc mais en fait, si tu le conscientises pas, j'ai l'impression que tu peux rester aussi dans une étape de ta vie qui te convient même plus. Donc effectivement, tu te sens à l'étroit, mais tu te regardes pas. Enfin franchement, et c'est pas une forme d'égoïsme, c'est vraiment savoure comment t'as évolué. Et la vie, c'est du mouvement. Donc tu es forcément en train de quitter quelque chose pour construire autre chose. C'est vrai. Et c'est bien. C'est sain. C'est bravo pour la métaphore, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est une très belle image pour expliquer les mutations qui sont juste continues et normales. Et que la vie, c'est ça, c'est le mouvement. Et tu peux pas en fait perpétuellement espérer une photo de la vie. C'est un film. Voilà, il faut, tu sais, j'en parlais, je sais plus, c'est avec une cliente, on parlait de la gratitude et tout, mais rien que de poser dans l'instant, ouais, c'est super chouette ce que j'ai fait, au lieu de, putain, j'ai pas eu ça, je suis pas satisfait, etc. Mais en fait, t'es toujours en train de nourrir quelque chose qui est pas bon pour toi. Et tu vois, les gens, pour certains, vont dire c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, alors que pour moi, c'est très enfantin, tu vois. Non, t'as une responsabilité, t'es grand, t'as forcément fait un choix. Donc, est-ce que c'est possible de former l'idée que tu peux être fier de toi, que tu as réussi, même si c'est tout petit, mais que tu l'as réussi. Et chaque jour, si tu poses ça, tu peux que évoluer dans le bon sens, quoi. Très, très, très... très simple, très efficace, je pense, comme tips, parce qu'en vrai, je pense que oui, la tendance à ne regarder que ce qui ne va pas, c'est aussi une vraie compétence de savoir regarder aussi ce que tu fais bien. C'est hyper épuisant, mais je ne sais pas comment, il faut arrêter. Hein. C'est trop fatigant. Mais pour ça, je te dis, c'est une vraie compétence d'être conscient, comme tu dis, de ça, et de se dire, ok, qu'est-ce que je me raconte là ? Et peut-être que je devrais voir les choses d'une autre manière. Je me dire, c'est génial, en fait, ça aussi. Mais c'est vrai que dans notre société, on n'aura pas tendance à gloriser ou à rendre le côté glamour les réussites. On a tendance à... faut pas en parler, faut minimiser, faut être très humble.
il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense qu'à outrance, c'est même limite t'enlever la capacité de reconnaître factuellement que tu as bien fait. Et on a tendance à trop s'auto-flageller quand c'est mal fait. Ouais. Tu vois ? Mais tu sais, on est quand même on a été construit sur le christianisme. Hein. Le fouet, il est comme ça. Je veux dire, ça vraiment, ça montre et tout dans quoi on a grandi. Mais ce que je veux dire, tu vois, tu mets à l'honneur les entrepreneurs. Moi, ce que j'aime pas, c'est que, en fait, on parle de l'entrepreneur que quand il a réussi, mais il faut montrer aussi qu'il y a plein d'étapes. Et je sais plus quel acteur disait ça, que la réussite, c'est plein de micro-actions. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, il y a une micro-action qui va tout faire basculer, et voilà. Mais ce que je dis souvent aux gens qui sont en train d'idéaliser leur réussite, et je vais être riche, et voilà, je leur dis, mais en fait, en réalité, il faut que tu commences toujours par le début. Ton mental, il va t'emmener super loin, mais viens, commence par juste un petit peu. Tu commences, et vois ce que ça donne, et continue. Et moi, c'est ça que je suis contente que tu m'aies invitée, tu vois, de dire que voilà, on galère, on va dépenser dans n'importe quoi au départ, on a besoin d'apprendre avec ça aussi, et puis à un moment donné, on va réajuster, et ça fait partie du processus de l'entrepreneur. Hein. Ah, c'est clair. Et justement, en parlant de ça, parce que c'est pour ça que je suis assez touchée, tu sais. Justement, moi, quand les personnes me parlent vraiment des difficultés. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu m'as annoncé ça d'entrée de jeu et que tu as vraiment su voir les choses comme c'est juste un film, et que du coup, c'est OK, en fait, de muter, de passer, en fait, finalement, de tourner d'une page vers une autre. Ça, c'était intéressant. Et du coup, comment ça s'est traduit, justement, sur Holy Team ? C'est très intéressant. J'ai fait, t'as vu, transition. J'adore ma question. Comment ça s'est traduit sur Holy Team, justement ? Parce que, comme tu dis, voilà, j'ai cheminé, c'était des pages que j'ai dû, en fait, tourner et passer à des nouvelles pages. Sur Holy Team, concrètement, comment ça s'est concrétisé ? Tu m'as parlé, en fait, des 20 thérapeutes qui font maintenant partie, entre guillemets, de la team. D'un point de vue client, d'un point de vue chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que ça n'a pas été tout rose, hein, je me doute bien. Comment ça s'est passé la première année lorsque tu as mis en place ce concept et qu'il a fallu le trouver concrètement ? Parce que les gens, tu sais, comme je dis, ils adorent idéaliser. La réalité, c'est quoi ? Mais tu veux rigoler, en fait, je me suis torturée toute seule. Je me remettais en question tout le temps. Ouais. Et en fait, c'est après, je me suis dit, en fait, mon concept de départ, c'était la bonne idée. En fait, j'ai retransposé mon accompagnement que je faisais au niveau de l'informatique et de la data, tu vois. Et voilà, alors, première chose, conseil, vous avez besoin de quoi ? Et comme au niveau du bien-être, les gens ont une idée, mais ne savent pas vraiment sur quoi ça agit et quels sont les bienfaits derrière. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai misé sur la communication. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que aussi on parlait de l'IH. L'IH aussi, c'est développer des facultés. Si tu veux développer ta faculté sociale ou intuitive, parce que l'intuition, elle prend vachement de puissance quand tu connais comment tu fonctionnes. Ouais. Et là, je vais prendre plutôt l'exemple de faculté sociale. Tu as des conflits manager avec son équipe, etc. OK, c'est ça le problème. Donc, on va te mettre... pourquoi pas commencer par un atelier de 2 heures sur le pouvoir de la communication et montrer un petit peu comment c'est le cycle de communication, déjà ça, de manière à déjà créer une prise de conscience. D'accord. Et du coup, donc ça, c'est les premiers, on va dire les premières approches que tu as eues au niveau des entreprises. Les premières approches, et ça, c'est vraiment comprendre en fait d'où tu pars. Et moi, je suis un expert et je vais te dire, voilà, t'as telle possibilité et par quoi tu veux commencer. D'accord. C'est quoi ton budget, comment tu fonctionnes, parce que je prends aussi en compte l'humain, hein, il y a aussi des conflits. Il y en a un, il suffit qu'il y en a un qui dise ah bah oui j'ai trop envie et l'autre il l'aime pas, c'est lui qui signe. Voilà, c'est. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné justement en termes de première année d'exploitation ? Parce que là, tu me dis, tu as commencé en 2019. Qu'est-ce que ça a donné en fait les premières années et jusqu'où en fait tu as réussi finalement à déployer la structure ? Parce que quand même, en termes d'historique, c'est énorme. 6 ans, tu vois, dans la vie d'un entrepreneur, je sais que la première année, elle est capitale. Savoir si elle va tenir ou pas. Derrière, avec en plus l'épreuve du Covid, comment, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rythme de croisière actuel et qu'est-ce que tu cherches justement à atteindre ? Alors, je sais que le chiffre d'affaires, ça veut dire
tout dire et rien dire en même temps. Je suis ouais. d'accord. Ça veut tout dire et rien dire en même temps parce qu'il y a vraiment toute une dimension structurelle également liée à ce que tu fais. Mais pour autant, c'est quand même les métriques que les gens ont besoin de reconnaître pour voir. Moi, je suis dans le business. J'ai peut-être envie de faire finalement quelque chose qui pourrait ressembler à ce que tu fais et que la personne, entre guillemets, se dit tiens, est-ce que je peux prendre, entre guillemets, des tips, des tuyaux et quels sont les enjeux liés justement à la construction d'un business model comme le tien. Parce que c'est sympa de prendre 30%, mais on ne se rend pas compte en fait de toute la logistique, tout ce que ça engage. Mais surtout que tu prends, là tu vois par exemple cette année j'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, je suis toute seule dans mon entreprise. Ouais. Donc en fait, la première chose tu vois c'est que moi j'ai entrepris, j'ai mis mon process, j'ai mis un cadre. Et c'est hyper important de le mettre, c'est fondation parce que en fait, il y a l'émotionnel, il y a plein de choses qui vont venir te perturber. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, ça prend du temps. Ouais. Et je sais pas ce qui se passe. C'est vrai qu'au bout de la 3e année, il y a un truc qui switch parce que comme la première année, je prends mes marques. La 2e année, ok, je comprends mes périodes de rush un peu plus et donc je mets en place des actions quand justement ça devient plus calme. Et la 3e année, comme j'ai pallié sur l'année à quelque chose de plus régulier, donc la 3e année, c'est la fondation est mise et je vais pouvoir là dire ok, là je peux sublimer, là on va calmer. Et en fait, c'est vraiment ce truc de chef d'orchestre, c'est vraiment un truc de créateur, tu vois. Mais et ça, je trouve que les gens ne réalisent pas. Ce que tu me dis en plus, c'est que tu as de la data. Parce que sur un marché qui n'existe pas, que tu dois créer de zéro, tu n'as pas de data au début. Donc forcément, tu as le côté empirique. Je teste, je regarde, j'observe, j'investis, mais je dois sécuriser. Attention, le risque, comment je l'évalue, tu ne sais pas vraiment au départ. Ouais. Donc avoir cette dimension où je vais avancer et je vais mesurer progressivement, je dis, il n'y a que ça en fait qui nous permet finalement de rectifier, d'optimiser. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas corriger ni modifier la trajectoire. Donc c'est tout l'enjeu, je pense, des vrais entrepreneurs justement. Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure en parlant justement de la clarification du mental, parce que c'est là-dessus que tu t'es spécialisée pendant 3 années. La méthode. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi elle consiste pour les personnes qui ne sont pas du tout au fait? Comment tu peux le dire assez simplement quand tu vulgarises les propos pour que les gens puissent réaliser? Tu l'as un peu expliqué tout à l'heure en préambule en parlant des salariés qui ne pouvaient pas savoir véritablement être dans la performance ni dans la productivité s'ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont là. En quoi consiste la méthode? Tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Déjà, la chose la plus simple pour en parler, c'est de dire que tous les conflits viennent des non-dits. Donc, on ne se rend pas compte, mais on a l'impression de communiquer, mais on passe son temps à interpréter ce que l'autre veut dire ou ce qu'on ressent. Et la clarification du mental, c'est déjà rien que le mental. Le mental, c'est pas comme le cerveau, c'est une bibliothèque d'informations, ça c'est la même chose. Sauf que ça, il comprend bien que c'est un micro, il faut parler dedans au niveau du cerveau. Ouais. Ça, c'est une autre fonction. Par contre, le mental, en fait, il va pas faire cette dissociation. C'est comme si tu disais, ok, c'est grand, c'est dur, voilà, cette forme-là, ok, donc c'est la même chose. J'ai la ranger au même endroit. En fait, je fais cet exemple parce que dans les expériences, c'est la même chose. Le mental va faire une expérience d'une relation quand j'étais enfant. Par exemple, j'ai voulu te faire plaisir, je t'ai préparé un super bubble tea, sauf que en fait, j'en ai mis partout dans la cuisine et ma mère, ce qu'elle va retenir, c'est pas le geste d'amour que je te fais. Elle va voir juste le bordel qu'elle va devoir ranger, que ça va créer une charge mentale. Et en fait, le mental, lui, va enregistrer cette information comme attention. Faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, c'est dangereux, ça peut te faire du mal. Donc, à chaque fois que tu vas revivre une relation avec quelqu'un, avec un prof, avec un amoureux, avec ton manager, où tu vas vouloir lui donner une partie de toi, et ben en fait, attention, le mental, il va te revenir. Ah non, rappelle-toi. Ça, c'est dangereux pour toi. Quand tu fais confiance à quelqu'un, ça te met en danger. Et surtout les personnes les plus proches. Donc, en fait, c'est ça le mental. Et en fait, dans la clarification du mental, on va justement clarifier ces expériences, ce ressenti. Qu'est-ce que ça implique pour toi? En quoi c'est important? Quand ça a commencé? Et poser des protocoles de questions qui vont te ramener, en fait, vraiment. Vers toi. Voilà. OK. Qu'est-ce que ça implique pour toi? Et en fait, tu vas... déposer des choses qui n'ont jamais été dites. Et rien que de le dire et de s'entendre dire, ça donne une dimension réelle. Et ça te redonne une forme de puissance.
Et ça te redonne une forme de puissance. Parce qu'en fait, ce que tu as amalgamé entre la relation que j'ai avec mon manager et la relation que j'avais eue à un moment donné avec mon père, en fait, comme je vais qu'on va le dissocier, en fait, il n'y aura plus cet amalgame. Je vais plus transposer cette colère que j'avais d'une expérience passée sur toi parce que tu as déclenché un truc en me parlant ou une attitude que tu as envers moi. Ok, très puissant. Très intéressant. Effectivement, je pense que ça doit être fascinant pour les personnes qui ont besoin de ça. Et je pense qu'en vérité, on en a toujours besoin. Peu importe finalement, parce que comme tu dis, on est en perpétuelle mutation, en mouvement continu. Ce qui est intéressant, c'est que celle que tu as observée de toi il y a 20 ans et celle que tu es devenue et celle que tu seras, elle va encore changer. Et je pense qu'avoir cette compétence de savoir revenir à soi et essayer de comprendre, tiens, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis en surréaction? Qu'est-ce que ça a dit de moi? C'est pas donné à tout le monde de faire ce process-là, parce que c'est pas agréable. Mais t'as vu, c'est simple les questions. Hein, oui, et c'est désagréable en fait de se voir, parce que souvent, c'est à partir du moment où tu arrives à réaliser, tu te poses des questions de toi en mode énervé, t'aimes pas te voir comme ça. On n'a pas envie de se voir mal. Ouais, mais en fait, on se rend compte dans ce processus-là qu'il y a beaucoup de sensibilité, de vulnérabilité et d'amour envers soi. Et en fait, on passe son temps à vouloir être aimé des autres. Et finalement, tu reprends contact avec toi, donc tu as vachement plus d'indulgence, tu as beaucoup moins de culpabilité. Et en fait, ça ouvre une porte, te dire, tu sais, c'est comme ma coach qui m'a initiée à la clarification du mental, elle me disait, ça a comme un petit goût de paradis, on a envie d'y revenir. Et c'est vrai qu'à chaque bouchée de ce que tu comprends de toi dans ton fonctionnement, tu fais, ah ouais... Ouais. Trop bien. J'adore l'énergie de ce qu'on est en train de partager. Et moi, tu as compris, hein, je pense que pour nos jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est important. Tu vois, l'objet social, finalement, de tout l'écosystème qu'on a créé avec l'association, le média, le festival et bien sûr, les Banane Meetings. Tout ça a pour objectif de mettre en avant vraiment l'entrepreneuriat au centre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, pas ce qu'on voit l'effet paillette, mais vraiment l'entrepreneuriat, créer sa valeur et comprendre de quelle manière tu peux être utile, tu vois, au monde. Et je pense que le fait de pouvoir sensibiliser nos jeunes, mais aussi ceux qui sont porteurs de projets, c'est une dimension qui est assez importante. Moi, j'aimerais te poser la question, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat n'était pas venu, en fait, tout de suite. Comme tu dis, il a fallu avoir l'élément déclencheur avec ton père. Mais si tu devais vraiment transmettre une vérité humaine fondamentale, en fait, sur peu importe le sujet, hein. L'entrepreneuriat, il peut prendre plein de formes, mais pour ceux qui nous écoutent, quelle serait la chose qu'on ne nous enseigne pas et que tu aimerais peut-être nous partager? Franchement, le premier truc que je me suis dit, c'est avoir confiance en soi. Vraiment, pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu vois, entrepreneur, c'est toujours faire des choix. De prendre le risque de quelque chose. Mais en fait, est-ce que vraiment c'est un risque tu vois, d'être moi, en fait? Tu vois, il y a des codes, que ce soit à la télé ou dans la vie en règle générale, où il faut être bien présentable, machin. Mais en fait, est-ce que sans vulgariser, en respectant les autres, est-ce que je peux être moi et être compris et montrer que ça a de la valeur? Voilà, moi, la première chose, c'est ça. La deuxième chose qu'on ne nous a pas appris, moi, je trouve, il y a une forme de structure qu'on ne nous apprend pas à mettre en place. Tu vois, parce que souvent, dans les entrepreneurs, il y a un truc que je remarque, c'est qu'il y a tellement de traumatisés de l'école que dès que tu leur parles, il faut un cadre et une structure. Et moi, je suis hyper concernée. Tout de suite, mon premier réflexe, le mental, il me dit de dire non, ça, c'est pas bon pour toi. Sauf que pour moi, ça a été appris d'une manière qui est pas, moi, je suis pas un mouton, tu vois, c'est pas mon truc. Donc forcément, tu avais en horreur le côté un peu structurant ou structuré. Voilà, exactement. D'accord. Alors que, tu vois, cette forme de structure pour l'entrepreneur, mettre un cadre, en fait, on se rend pas compte tout de suite que c'est bon pour nous. Ça nous enferme pas, ça m'enferme pas, en fait. Non, c'est justement, ça me permet de prendre mon espace et avoir un niveau de sécurité qui me permet de mettre en place mes actions et mes choix. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels, tu vois, je challenge avec la nouvelle génération. J'ai mes 4 filles. Chacune d'elles, elles ont leur manière, entre guillemets, d'appréhender justement l'école et l'espace, comme tu dis, le cadre. Très intéressant la métaphore que tu utilises, parce que j'ai l'impression que justement les jeunes ont
la plupart du temps, comment dire, comme tu dis, l'action un peu épidermique, il y a une structure, il y a des règles, il faut apprendre par cœur, et au final, on rejette tout. Et ça ne marche pas avec moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est dramatique, comme tu dis, parce qu'au final, si tu veux créer ta valeur, si tu n'établis pas un cadre, tu peux pas toi-même, en fait, comprendre dans quel espace, environnement tu crées les choses, et tu peux pas te faire comprendre des autres qui comprennent pas non plus ton cadre. Ouais. Et ça, c'est dramatique. Ah bah oui, si tu montes en entreprise, tu n'es même pas capable de montrer sa valeur et l'étendue de ce que ça peut changer chez l'autre. C'est trop intéressant, ça rejoint mon programme justement où on parle de, tu sais, les givers. Alors c'est marrant, il y a beaucoup de thérapeutes, tu vois, parmi les givers. C'est le livre d'Adam Grant qui explique ça, que la société, elle est constituée de 3 profils majeurs et que les givers, ce sont ceux qui réussissent le plus dans le business, l'entrepreneuriat et dans les 8 domaines de vie. Mais c'est aussi ceux qui échouent le plus. Et ce qui distingue ceux qui réussissent très très fort dans le business qui sont givers, c'est parce qu'ils ont appris à mettre en place des cadres mentaux et structurels. Mais c'est vrai que c'est important. Mais tu vois, on est dans une société où on est beaucoup dans le sacrifice. Tu vois, on donne, mais en fait, jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu n'existes plus, en fait. Bah non, tu peux avoir tout, en fait. La vie, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais là encore, c'est dosé. La culpabilité de dire qui suis-je pour avoir tout? Mais pour qui je prétends être pour être celle ou celui qui pourra tout avoir? Il y en a plein pour qui, tu sais, redescends, t'as cru que t'étais qui? Tu vois, c'est ça qui est terrible aussi dans le discours qu'il y a de manière induite, tu sais. Donc, avoir cette liberté de dire je peux tout avoir, c'est souvent très mal perçu aussi. Je dis, ouais, mais t'es qui? Tu vois? Alors qu'en vrai, si tu ne te parles pas à toi-même en premier lieu et que tu t'honores pas, tu t'engages pas et que tu te donnes pas un minimum, on va dire, de considération, c'est pas à l'autre qu'il faudra attendre qu'il te considère. Il va falloir que tu fasses les choses et que tu ailles au-devant de tout ça. Donc, ce que tu dis, je pense que la confiance, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et le développer, il y a plein de manières, mais je pense qu'effectivement, par la pratique du sport, c'est dans le corps que quand tu arrives déjà à avoir une forme de maîtrise corporelle, ça peut t'aider justement à, comme tu dis, le mental, le cerveau, la tête, l'intellect, tout ça peut s'aligner. Mais c'est vrai que si tu ne fais que l'un sans l'autre et inversement l'autre sans tu vois, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Mais c'est le drame, en fait, on ne va pas sensibiliser là-dessus. Mais en tout cas, très beau message que tu indiques là. On n'a pas tout à fait fini. On arrive sur les flash questions. Ouais. Donc, on arrive bientôt sur la fin de notre rendez-vous. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à animer cet épisode-là. Mais comme je le disais, les amis, c'est pas tout à fait fini. Si vous avez apprécié le rendez-vous comme moi, j'ai apprécié à l'animer avec toi, abonnez-vous à Roasty Talk. Donnez de la force. Vous pouvez donner des commentaires sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes. Voilà. Podcast, donc on compte sur vous. C'est parti pour les flash questions. Ok. Donc, l'idée, c'est que je vais poser une série de questions. L'objectif, c'est que tu arrives à y répondre de façon assez synthétique pour donner vraiment l'impact pour les personnes qui repartiront avec des tips que je vais partager avec ces questions-là. Donc, est-ce que tu es prête? Ouais, vas-y. C'est parti. Alors, quelle est la chose que tu fais le matin que peu de gens comprendraient, mais qui te sauve mentalement? Alors, moi, c'est me balader le matin. J'adore. Et aussi me lever avant mes enfants. C'est mon moment à moi. C'est vrai. En général, tu te lèves à quelle heure? 6h30. 6h30. Ouais. Et du coup, ta balade? Et je me balade dans le calme. Voilà. Combien de temps? Une demi-heure. Tous les jours? Ouais. Ah, trop bien. Ok. Deuxième question. Quel livre t'a réellement fait changer de comportement et pourquoi ce livre? C'était marrant parce que ça a été La prophétie des Andes. Ah. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, parce que tu mets en face des journalistes très pragmatiques qui ne croient absolument pas à l'énergie ou à l'intuition, etc. Et moi, j'aime beaucoup parce que moi, je viens de ce monde très pragmatique. Et j'ai eu ce processus et j'aime bien le fait que le côté scientifique et le côté énergétique, bien-être et tout se rencontrent. Et du coup, ce livre-là raconte un petit peu
raconte le processus, t'es en train de dire, c'est ça? Ouais, en fait, c'est vraiment plein de monde qui se rencontre et en fait, il y a 11 prophéties et l'objectif, c'est de pouvoir réunir les 11 prophéties pour comprendre en fait c'est de quoi ça parle. Et ce journaliste, voilà, est missionné pour pouvoir comprendre et il va faire des rencontres incroyables et surtout comprendre aussi lui où est-ce qu'il est dans tout ça. Ah, j'adore. Et ce qui est très marrant, c'est que tu le lis le livre, mais en même temps, ça t'arrive aussi dans la vraie vie. Okay. À chaque fois, prophétie. Ah, j'adore, je garde la ref. Merci. Quand tu sens que tu commences à te perdre, quel est le tout premier signal qui t'alerte et quand tu réagis? Alors, dès que je ressens, par exemple, de l'anxiété, de la peur, le premier truc que je me dis, c'est non, c'est du bullshit. J'ai un plan, je vais le suivre. Bravo. Je prends aussi. Prenez, je vous ai dit, c'est des pépites ici. Quelle est l'application sur ton téléphone qui dit le plus de choses sur la personne que tu es aujourd'hui? Alors là, c'est Instagram. Non, mais c'est vrai, moi aussi, c'est pareil. Et quel conseil t'a le plus aidé, mais qui a été difficile à appliquer pour toi? Fais-toi confiance. Si tu devais partager un bubble tea avec 3 personnes qui ont profondément influencé ta trajectoire, qu'elles soient vivantes ou décédées, peu importe, qui seraient-elles et pourquoi? Là, vu qu'elles sont plus là, c'est mes parents. Parce qu'on se rend pas compte. En tout cas, moi, je me rendais pas compte à quel point ils me donnaient des tips sans le savoir. Et particulièrement ma mère, parce que j'étais beaucoup en conflit avec elle. Et en fait, je me rends compte que je lui ressemble beaucoup et c'est une vraie force pour moi. J'adore. Ok. Et quelle erreur tu aurais aimé faire plus tôt parce qu'elle t'aurait fait gagner du temps? Quelle erreur quelle erreur t'aurais aimé faire plus tôt parce que certainement elle t'aurait fait gagner du temps? Je sais pas, parce que le premier truc que je me dis, c'est est-ce que j'aurais dû m'écouter au lieu de faire plaisir à mon père, tu vois? Potentiellement, il y a peut-être pas de hasard en vrai, tu vois. Mais ouais, voilà, en fait, tu vois, j'ai envie de me dire, tout est juste. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Mais ça fait partie de mon apprentissage. Non, c'est une belle façon de le voir, ouais, effectivement. Et quelle injonction faite aux jeunes qui est selon toi la plus toxique? Oh là là, fais pas ça, tais-toi. Moi, je déteste ça. Alors, comme je disais, tu fais partie des entrepreneurs qui soutiennent notre festival autour du monde. Et la question en fait qui se pose naturellement, c'est si tu devais partir seule quelques jours pour te retrouver, où irais-tu et pourquoi? Je connais pas Bali et j'aurais bien été là-bas. Ok. C'est un peu spirituel. C'est spirituel et il y a beaucoup d'entrepreneurs. Non mais ouais. Et si ton parcours devait être résumé en un bubble tea, quels seraient les 3 ingrédients et lequel surprendrait peut-être les gens qui te connaissent? Il y aura sûrement du piment. C'est étonnant. Piment, du lait d'avoine. Et c'est moi, je réponds à la question. Tu réponds bien sûr. Tu vois, après c'est pareil, c'est le tarot, tout ça. Non mais comment c'est les petites bulles là? Les tapioca. Tapioca, alors j'adore ça. Ah ouais. Tu vois, c'est fondant, c'est doux. Donc en fait, vraiment ce contraste entre... en plus, je suis Verseau, moi, donc assez incompris, je vais un peu dans tous les sens. Et pourtant, tout est là, en vrai. Tu vois, mais c'est pour ça que je disais, il faut un peu de tout. Donc j'aime bien ce côté pimenté et en même temps cette douceur et cette rondeur qu'on peut avoir en bouche. Bravo, écoute, merci de t'être prêté au jeu. En tout cas, ça a été un plaisir de t'accueillir ici sur ce rendez-vous. Pour les personnes qui veulent te suivre, très important, on conclut comme ça, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Oliteam.com, O-L-I-T-E-M. Et sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Lucie in Clarif, pour la clarification. Et puis sinon, Oliteam sur les réseaux. Écoute, merci encore Lucie pour ce bel échange, j'ai beaucoup apprécié. Et vraiment... au plaisir de te retrouver pour la suite de tes aventures sur les réseaux sociaux. Les amis, on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.